Alors bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui sur le CELAC. Bienvenue dans cet atelier qui est dense en intervenants, comme vous pouvez le voir, puisque nous avons une très grande diversité d'intervenants et je les remercie. Juste pour me présenter, je suis Sophie Labattu, la directrice de l'Association des maires de Gironde. Association, on travaille sur beaucoup de projets forcément avec les territoires ruraux, puisque le département de la Gironde est aussi un département qui a une forte ruralité, aussi importante en nombre d'habitants quasiment que la métropole. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Tout d'abord parce que ce sont des remontées que nous avons du département de la Gironde, mais également des autres départements. Nous avons ici un Corrézien qui est en intervenant, qui pourra témoigner aussi du sentiment d'abandon des territoires ruraux, qui est quand même un sentiment qui existe. Mais on va être plutôt sur quelque chose de positif aujourd'hui pour montrer comment on développe et comment on anime nos territoires, et notamment au-delà de maintenir les services publics, comment on peut avoir des territoires ruraux dynamiques. L'idée, c'est d'évoquer quelques clés, quelques projets qui existent, quelques initiatives, quel est le modèle un petit peu que l'État peut promouvoir et avec lequel on travaille. Donc je vais donner la parole aux intervenants et après je vous proposerai d'échanger avec eux et de les interroger. Le micro pourra être à votre disposition à la demande. Donc je vais commencer par monsieur Éric Suzanne, qui est donc sous-préfet de Langon et qui est en Gironde référent département ruralité. Donc forcément, c'est une fonction qui nous interroge en premier lieu, savoir en quoi consiste cette fonction de référent ruralité. Ce qui nous interrogera forcément sur le pilotage par l'État de cet aménagement du territoire. Les mesures prises par le CGET, vous en avez certainement entendu parler, avoir quelques précisions sur ce en quoi ça consiste. Et puis le rôle bien sûr des schémas départementaux d'accessibilité aux services publics qui ont été mis en place dernièrement, l'impact que ça peut avoir sur nos territoires. Donc je vous en prie, monsieur le sous-préfet, vous avez le micro et nous vous invitons à nous préciser tout cela pour commencer et pour poser vraiment le décor de cet atelier. Bonjour à tous, on m'entend bien? D'accord. Alors je m'appelle Éric Suzanne, je suis sous-préfet de Langon. Langon, c'est la moitié du territoire girondin. C'est le plus grand département, le plus grand arrondissement du plus grand département de France. Le préfet, quand je suis arrivé il y a 2 ans, m'a donné la fonction, le poste de référent ruralité. Je reprends, c'est d'accord. Donc le poste la mission de référent ruralité, elle consiste à suivre plus particulièrement 3 axes qui ont été développés par le CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires. On pourrait s'interroger d'ailleurs sur le mot égalité. Le mot cohésion conviendrait peut-être mieux que ça, parce qu'une égalité des territoires, déjà l'égalité est difficile à définir, mais théoriquement, philosophiquement, en termes de territoire, je crois qu'elle est complexe aussi, parce que nous sommes dans un territoire qui est porté, dans un territoire national qui est de plus en plus porté par l'influence des métropoles, et les territoires ruraux suivent de manière très inégale. 3 sujets, plus particulièrement dans la besace du référent ruralité, c'est les maisons de santé pluriprofessionnelles que nous partageons avec. Tout ceci est fait en adéquation, en coopération avec les communes, avec les collectivités territoriales. Donc les maisons de santé pluriprofessionnelles, j'en parlerai. Les MSAP ensuite, les maisons de services d'accueil au public. Nous en avons en Gironde et nous participons de leur installation, de leur fonctionnement et de leur formation du personnel. En 3e lieu, je vous parlerai du très haut débit, du THD, qui est une affaire qui concerne le département, qui est maître d'œuvre, mais pour laquelle le référent ruralité fait un go-between avec Paris. Je donnerai peut-être en finale, si j'ai le temps, je crois que j'ai 10 minutes, pas plus. Donc il faut être court, concis, puis je répondrai à vos questions et aussi en coopération bien sûr avec les collègues. 2 choses importantes à noter, voulues par les territoires, mais voulu aussi par le CGET, voulu par l'État, la création des établissements publics fonciers régionaux.
En Gironde, en Aquitaine même, c'est une innovation, puisque dans d'autres territoires, dans le nord de la France en particulier, ou à La Rochelle, il existait des établissements publics fonciers régionaux qui ont été créés il y a longtemps, qui sont financés pour partie par l'impôt et qui participent de la revitalisation des territoires ruraux, pas uniquement. J'en finirai par le travail du sous-préfet, pas uniquement du référent ruralité, du sous-préfet en général, qui est là plus que jamais pour participer de l'ingénierie territoriale. Rendre possible des projets. C'est un peu ambitieux, mais après tout, c'est ce que je pense. J'y reviendrai parce que c'est vraiment l'avenir des sous-préfectures. Vous savez qu'il n'y a plus de guichets dans les sous-préfectures, et il n'y en aura plus jamais. Mais les sous-préfets sont toujours là. Pour combien de temps, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je vous expliquerai à quoi ils servent aujourd'hui. L'image du sous-préfet qui inaugure les chrysanthèmes est, à mon avis, datée, si elle a existé un jour. Je reviens sur le boulot du référent ruralité. 3 axes. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, nous en avons un peu moins de 20, 14, 15 de notre territoire. Elles sont essentiellement rurales et ça correspond à une politique voulue par Paris depuis Sarkozy en fait. Sarkozy, Hollande et actuel veulent et maintiennent, ont voulu et maintiennent l'existence la volonté de sortir un schéma le plus ténu possible de maisons de santé pluriprofessionnelles. L'idée, c'est de faire venir des médecins lorsqu'il y a un déficit de démographie médicale. Il y en a de plus en plus et nous avons des territoires entiers, alors un peu moins en Gironde que dans certains coins de France que j'ai connus par exemple en Aveyron, mais des territoires entiers qui sont privés de dentistes, privés de médecins généralistes, mais les élus ou les représentants des collectivités territoriales, techniciens ou ingénieurs, savent tout ça. En quoi le sous-préfet référent ruralité intervient? Avec l'ARS, avec la région, avec ce département. Je parle en Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a 2 réunions par an qui examinent des projets. En général, un projet médical qui est porté par une équipe de médecins ou de professionnels de santé et un projet politique porté par les élus locaux. L'idée, c'est pas de faire une MSP à tous les coins de rue. Mais d'abord, on n'en aurait pas les moyens et ça ne serait pas une bonne chose et nous n'aurions pas de quoi les armer au point de vue personnel. Encore une fois, deux réunions par an qui permettent de regarder les projets. Une MSP, ça tourne, une bonne MSP, parce qu'il faut rester décent. J'ai vu quelques projets ailleurs qu'en Gironde, très chers. Une bonne MSP, c'est entre 700 000 € et 1,1 million hors taxe. Alors nous regardons tout et nous accompagnons le projet médical, plutôt l'ARS, par une labellisation, et ensuite nous accompagnons financièrement les maisons de santé pluriprofessionnelles. Alors j'insiste, l'État est le premier contributeur par la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, sur un projet de 700 000 €, il est 700 000 € à 1 million d'euros. Au-delà, j'insiste, on arrive parfois à des choses somptuaires. À titre personnel, je suis pour une dépense publique protestante suisse-allemande. Donc il s'agit d'être décent. Mais on peut faire une excellente médecine dans des bâtiments à grande qualité architecturale, mais qui respectent des principes au mètre carré, ne serait-ce que parce qu'il y a un loyer au final qui est payé par les professionnels de santé. Et il s'agit de le faire le plus raisonnable possible. Sur les MSP, c'est une bonne politique. Après tout, il n'y a pas beaucoup de politiques publiques qui marchent très bien. Celle-ci marche bien. Ça n'est pas une garantie, une MSP, que nous aurons des médecins, encore qu'une fois qu'elle est labellisée, c'est que nous avons les médecins. Ce qui est certain, c'est que les territoires qui ne s'engagent pas là-dedans, soit ils ont des médecins et ils ont des cabinets qui sont pleins, et tant mieux, soit ils n'auront rien du tout dans l'avenir. Donc il faudra faire des kilomètres pour trouver un dentiste, des médecins, des infirmiers. Nous sommes un territoire qui en produit. J'ai connu d'autres territoires qui en produisaient en plus grand nombre. Par exemple, l'Aveyron, d'où je viens, il y a 3 ans, avait un plus grand nombre de MSP, de maisons de santé pluriprofessionnelles. J'en viens aux MSAP, qui sont une deuxième génération d'entités, de structures, qui quelque part font pénétrer la politique publique, les politiques publiques, là où parfois il n'y avait aucune représentation d'État, où il y a un État central et un État territorial. Dans certains cas, ni l'un ni l'autre. Pour faire simple, une MSAP, c'est un guichet de premier et de deuxième niveau. Ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être un espace aussi de coworking.
Ça peut être une petite mairie qui fait une extension, ça peut être une grosse collectivité. Généralement, c'est porté par des communautés de communes, le plus souvent, mais pas toujours. L'idée, c'est d'apporter un service aux citoyens dans leur démarche. Il est évident, quand les sous-préfectures ont quitté le travail de guichet, et donc cette proximité pour une carte grise, pour une carte d'identité, il y a les 3 domaines que sont le service d'immatriculation, le système d'immatriculation des véhicules, les permis de conduire et l'identité. Ce travail a été complètement dématérialisé pour plusieurs raisons. L'une des raisons, je ne les donnerai pas dans l'ordre parce que c'est polémique, l'une des raisons très valables, c'est qu'il y avait une fraude très importante et que notre personnel n'était plus capable de détecter cette fraude. La deuxième, c'est que la qualité du travail, mais ça ne fera pas forcément le répéter. Moi-même, quand j'ai immatriculé mes véhicules à titre privé avant que j'ai un véhicule de fonction, la qualité du service n'était pas toujours très bien rendue. Il y avait de grandes disparités sur la manière de demander avec... non, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est inégal, mais la qualité... Oui, du service rendu. On demandait des pièces dans certains endroits, dans certaines sous-préfectures ou préfectures qui n'étaient pas les mêmes. Là, aujourd'hui, avec une dématérialisation, la demande est la même pour tout le monde. Qui dit dématérialisation dit que chacun, normalement, chaque Français ou chaque étranger peut arriver à immatriculer son véhicule ou obtenir un permis de conduire qu'il a perdu chez lui sur Internet. Alors, c'est vrai, d'après les études du CGET, pour 60 à 70% de la population. Mais il reste un gros quart de notre population qui a un rapport difficile avec la dématérialisation, donc avec l'outil numérique. C'est pour cela que les MSAP, pour partie, parce qu'elles font d'autres choses, les MSAP répondent avec des formations que nous leur dispensons. On est bien placé pour leur dispenser ces formations. Nous les avons entamées d'ailleurs. Il y a des MSAP postales, il y en a 10 dans notre département, et il y en a 12 territoriales, donc portées par des communautés de communes ou des communes. Donc elles fournissent cette fois-ci physiquement, un contact avec des fonctionnaires de catégorie généralement C et B qui font un travail difficile. J'insiste, qui font un travail difficile parce qu'on leur demande une polyvalence. On leur demande aussi de répondre à des personnes qui sont parfois avec une charge d'agressivité assez forte, qui considèrent qu'elles payent des impôts et qu'elles n'en ont pas pour leur argent. On a dû gérer la disparition des sous-préfectures et des guichets de manière assez difficile de la part d'une partie de la population. Et je me doute que les collègues en MSAP, que ce soit postal ou territorial, ont parfois affaire à des gens difficiles. Parmi les gens éloignés de l'outil numérique, il n'y a pas que des gens toujours bien intentionnés. En tout cas, avec un rapport social facile, ça se saurait. En tout cas, dans notre département, nous participons à cette formation. Ça touche aussi les impôts, donc la DRFIP, qui procède elle-même à des formations. L'idée, c'est qu'il y ait dans 24 endroits, 22, il y a 4-5 projets en cours, 25 endroits du territoire girondin, des petites entités qui apportent une information au plus près de la population quand fait la demande. Donc, j'insiste, des endroits où l'État, le service public, n'avait jamais pénétré. J'en termine sur le THD, sur le travail que je fais. Alors, je dis que je travaille sur les MSAP en associant avec l'ARS, les MSP, pardon, les MSAP avec la Poste, avec les territoriaux, y compris sur le financement, puisque nous les accompagnons financièrement. Je termine sur le THD, le très haut débit, qui est la grande affaire de tous les départements. Alors là, c'est le département, c'est le conseil départemental qui a la main, et l'État donne en fonction de la richesse, plusieurs éléments, mais de la richesse du territoire, un chèque d'entre 25 et 39%, parfois plus. Dans certains départements ultra-ruraux ou montagneux, c'est la même chose globalement, qui file un chèque entre 25 et 45%, un peu moins. Et là, c'est le grand plan de raccordement du THD voulu par l'ancien président et accéléré par l'actuel. Voilà le travail auquel je contribue. Je termine sur le PFR, c'est important parce que c'est une nouvelle donnée dans la Nouvelle-Aquitaine, l'établissement public foncier régional, qui dispose d'une grande ingénierie et participe, pour les élus qui le veulent, de l'accompagnement sur l'ingénierie foncière et la production de projets. Une friche urbaine, une friche industrielle peut devenir un projet de parc, peut devenir un projet n'importe quel projet de rénovation urbaine en particulier.
Et j'insiste, une équipe nouvelle qui est très compétente, avec laquelle je travaille, mais c'est un établissement public, mais indépendant, qui est payé par l'impôt, par une petite imposition qui est prélevée sur nos impôts locaux. Voilà, je travaille avec eux, mais c'est une voie d'avenir pour notre territoire, en particulier pour les territoires ruraux. Et puis je terminerai sur le travail, mais là j'arrête, des sous-préfets. Un sous-préfet aujourd'hui, c'est un ingénieur territorial. L'État n'ayant 80% de l'investissement, il est territorial aujourd'hui, il n'est pas d'État. L'économie, c'est la région, et immédiatement après, c'est les communautés de communes. J'aurais tendance à dire que comme toute économie, c'est les deux grands acteurs, avec le conseil départemental, mais qui n'intervient pas dans l'économie pure, de l'investissement. Donc les moteurs de projet, ce sont ceux-ci. À quoi sert le sous-préfet? Eh bien, j'aurais tendance à dire qu'il est là pour mettre de l'huile et surtout permettre une forme de neutralité. Je ne crois pas beaucoup à la neutralité de l'État, mais je crois à sa capacité de coordonner. Or, ce qui nous fait défaut chez nous, Français, parce que j'ai pu observer en travaillant à l'étranger, c'est une difficulté, compte tenu de notre organisation territoriale, une difficulté à la coordination. Donc, j'informe les personnes présentes ici pour dire que le sous-préfet sert à la coordination des projets et le fait plutôt bien, parce qu'il est indépendant des pouvoirs économiques. Il n'est dépendant finalement que du pouvoir de la loi. Enfin, comme vous tous, et lui aussi. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur le travail du référent ruralité qui n'a pas autorité sur ses collègues sous-préfets, mais dans les 3 domaines qui vraiment servent à combattre les inégalités, agglomération, ruralité. La Gironde, je parle de la Gironde, nous sommes ici en Gironde et je ne connais que la Gironde bien sûr. 90% de la Gironde est rurale. 90% de la Gironde est rurale. Donc les maisons de santé pluriprofessionnelles, les MSAP, les maisons de services d'accueil au public et le THD, parmi d'autres initiatives, j'ai cité le PFR, l'action du conseil départemental, participent, et surtout l'émergence de projets, participent de la réduction d'un fossé, d'un gap qui est difficile, qui reste difficile. Voilà. Je vous remercie. Et puis je vous remercie d'avoir parlé de l'action de l'EPF parce qu'il se trouve qu'il y a un atelier de travail qui se déroule au même moment et auquel donc, vous n'avez pas pu assister sur la dynamisation des centres-bourses, notamment liée à son action foncière pour dynamiser, pour avoir plus de commerce dans les centres-bourgs, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir aussi sur leur stand si vous n'avez pas pu assister comme vous êtes là à leur atelier. C'est un acteur nouveau, notamment, plutôt pas en Poitou-Charentes, mais donc en Aquitaine et en Limousin, et ça nous paraît important. Je voudrais donner la parole à Jérôme Perdry, qui nous vient donc de Corrèze, qui est adjoint au maire, donc en charge d'une MSAP qui fonctionne très bien. Vous avez parlé, monsieur le sous-préfet, de l'animation qui devait avoir lieu autour d'une MSAP pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse drainer des citoyens, pour que le bassin de vie puisse être identifié. Donc je voudrais interroger monsieur Perdry sur on va dire rapidement la description du projet, mais également les initiatives que vous avez eues pour dynamiser un petit peu les choses. On voit beaucoup ailleurs dans la presse locale, notamment sur le covoiturage. Donc comment ça a été mis en place, quel retour vous avez, peut-être quelques chiffres que vous avez de retour rapidement. Et je vous remercie vraiment d'avoir fait tout ce trajet pour venir jusqu'en Gironde et venir témoigner sur ce projet. Merci. C'est moi qui vous remercie d'inviter la petite commune d'Ayen. Hein. Je suis venu en covoiturage avec quelqu'un de la SNCF, ce qui est un peu un paradoxe, un jour de grève. Ça ne s'invente pas. Donc moi j'ai une présentation un peu générale parce que c'est vrai qu'on nous invite beaucoup. Alors je vais passer très 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 rapidement parce que j'ai 10 minutes. Donc je vais vous présenter très brièvement la collectivité. C'est une collectivité rurale à 25 km au nord-ouest de Brive, dans la communauté d'agglomération du bassin de Brive. Donc ça c'est le premier choc en 2014. Hein Le deuxième choc, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Quand vous êtes en Corrèze, en Limousin, c'est un deuxième choc et j'expliquerai pourquoi c'est difficile pour une commune rurale. C'est 2 chocs successifs. Mais la commune d'Ayen avait déjà eu des chocs. La fermeture de la ligne de bus, la fermeture de l'usine de volets où il y avait 120 salariés,
la perte du boucher, etc., etc. Une liste incroyable de choses qui avaient fermé. Et à chaque fois, on essaye d'être innovant et on essaye de sortir la tête de l'eau. Et je ne parle pas de la dotation globale de fonctionnement qui est en train de chuter à la vitesse grand V. Donc, j'ai écouté monsieur le sous-préfet, moi je suis un élu de terrain, ce n'est pas mon métier, voilà, et j'essaye de me battre avec la réalité. Donc, on a encore tout ça. On a encore 160 élèves scolarisés, on a une maison de service au public que je vais vous présenter qui accueille 12 000 visites ou contacts par an. On a des dispositifs de covoiturage, on a des citoyennes solaires, on a un centre de loisirs, une caserne de pompiers, 20 associations actives, tout un tas de choses qui sont quand même en péril aujourd'hui. La réussite, c'est de s'engager durablement pour un territoire responsable. Ça fait 15 ans qu'on milite pour une autre forme de citoyenneté et une autre forme de développement territorial. Donc on doit être certainement la plus petite commune en Nouvelle-Aquitaine à accaparer 14 objectifs de développement durable sur 17. Voilà, 24 cibles, 54 actions et initiatives dont je vais vous en présenter quelques-unes. Et notamment la maison de service au public. Et après, je m'arrêterai. Je sais qu'il y a Pôle emploi, la CAF, il y a plein de partenaires que j'apprécie énormément, que je vais rencontrer après pour leur faire quelques doléances. Voilà. Donc la maison de service au public, c'est déjà une initiative qu'on avait créée en 2007. C'était le premier relais service public de Corrèze. Personne ne croyait à ça, sauf un maire un peu innovant qui avait créé dans une petite collectivité ce relais service public. Et on avait 10 partenaires à l'époque, dont Pôle emploi, la CAF, Orange. Voilà. Donc je passe brièvement. Donc dans ce village, il y a 2 emplois dans cette maison de service au public. 2 salariés. Donc voilà nos partenaires, 27 partenaires, des partenaires institutionnels, des partenaires associatifs, voilà, la SNCF, la Poste, la CAF, mais aussi des associations. Voilà. On pourrait avoir le Conseil des espaces naturels, on a le CAUE, on a tout un tas de choses. Donc les missions, elles sont très classiques. Hein. Voilà. La famille, avec les opérateurs emblématiques, le logement. On gère une résidence intergénérationnelle de 11 appartements pour personnes âgées et ou handicapées. Voilà, ça c'est un projet de notre collectivité. C'est une ancienne gendarmerie. Il y avait 8 familles de gendarmes et malheureusement ils sont partis. Donc c'est comment on aménage aussi un territoire. Hein. Si on fait partir l'office de tourisme, si on fait partir le syndicat des eaux, si on fait partir la gendarmerie, c'est comment la commune rurale essaye de se battre par rapport à ça. Ça c'est une réalité. Quand vous rentrez dans la communauté d'agglomération et que vous perdez 9 salariés, on peut imaginer une ville comme Bordeaux, proportionnellement, qui perdrait 10 000 salariés. Voilà, je ne pense pas qu'Alain Juppé serait tout à fait content. Ça nous est arrivé quand une gendarmerie ferme, voilà, c'est 14 ou 15 personnes qui s'en vont. Comment on fait pour retrouver 14 ou 15 personnes dans une commune rurale? Ça peut paraître pas beaucoup, 15 personnes. Mais quand c'est 2 ou 3% de votre population, voilà, c'est pas évident. On travaille sur l'emploi, la défense des droits, les transports. Et donc là, je vais m'arrêter 30 secondes parce qu'on m'a demandé de vous présenter un dispositif unique en France qui est un système de covoiturage avec une monnaie locale. Donc quand la ligne de bus, bien sûr, a fermé parce qu'il n'y a plus de bus, il faut savoir que chez nous, pour aller à Brive, c'est 25 km, voilà, et qu'il n'y a aucun moyen de transport public. Voilà. Donc comment fait Madame Roux, que j'ai amenée hier en covoiturage, à son rendez-vous chez le rhumatologue à 25 km aller-retour. Donc nous, on a eu l'idée de mettre en place un covoiturage de proximité, donc ça, c'est pas innovant, sauf que l'idée, c'est, on n'échange pas d'argent, on échange des kilomètres. Vous venez préacheter du kilomètre, donc Madame Roux a acheté 50, 100, 200, 500 kilomètres. Elle donne à son chauffeur l'équivalent des kilomètres qu'elle a parcourus. Bon, ça encore, ça va, on peut comprendre. Mais sauf que le chauffeur, au retour, il s'arrête chez son boulanger. Voilà, il va acheter son pain. Il va au restaurant. Voilà, il y a 22 partenaires locaux, 22 commerces locaux, et il y a 100 personnes sur la base de covoiturage. Donc, on m'a demandé des chiffres. Nous, on ne parle pas de kilomètres. On parle de services rendus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne qui est à 4 km de chez le dentiste et qui ne se peut pas se déplacer, elle n'a aucune capacité pour venir chez le dentiste, à part la Poste, qui peut-être un jour fera du covoiturage de proximité avec cette personne. Je vous dis la Poste parce qu'ils sont venus voir ce qu'on faisait.
Et on imagine que peut-être dans quelques temps, le groupe La Poste fera du covoiturage de proximité avec ses facteurs, si on le permet. Donc il y a 22 partenaires locaux qui acceptent cette monnaie locale. Ça s'appelle le Yaka. On est tout le temps en train de dire Yaka, faucon, hein, il faut y aller. Hein. Bon, ben nous on y va. Voilà. Et puis un Yaka égale 1 euro. Il y a un petit centime d'écart pour payer le dispositif, et ça marche très bien. Alors en plus, comme on est en territoire ruraux, il y a des gens qui n'ont pas Internet. C'est pas grave, ils poussent la porte des secrétariats de mairie. Il y a 8 collectivités qui sont partenaires de ce dispositif. Ils vont à la MSAP, ils téléphonent, ils envoient un mail. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a même une application sur smartphone. Voilà, où les gens sont capables de savoir qui part, qui revient, comme un peu Blablacar. Bon, nous, bien sûr, c'est beaucoup mieux que Blablacar, mais bon, voilà. Je plaisante, bien évidemment. Donc voilà ce dispositif. Moi, je suis à votre dispo. Nous, on n'a rien à vendre. C'est-à-dire que pourquoi on fait 450 km, que des fois on prend des journées hors temps de travail pour venir, voilà. C'est parce qu'on croit aussi à la ruralité. C'est-à-dire qu'on pense que c'est des terrains d'avenir. Voilà, on n'est pas fataliste, on a envie de porter des projets et de les faire partager à d'autres élus des communes rurales. C'est vraiment un message dans un projet de territoire qui vise à réduire les inégalités. Voilà, on est une liste apolitique, il n'y a aucun problème là-dessus. En plus, dans notre maison de service au public, on s'occupe aussi de culture et de tourisme. Voilà, on a énormément de permanences, voilà, je passe. On a des espaces de coworking. Voilà, on a les gens de la Poste, les gens de la SNCF, voilà, tout un tas de gens qui viennent maintenant travailler chez nous. On fait des matinées d'information et on a aussi des reconnaissances. Alors combien ça coûte une maison de service au public à Ayen? Ça coûte 70 000 €. Et si l'État, la Caisse des dépôts, le fonds opérateur, et je remercie les partenaires qui sont là, mais aussi la Poste qui nous finance 13 000 et quelque chose sur notre APC, si on n'a pas cet argent-là, ça disparaît. Aujourd'hui, donc là on a l'agence postale, etc. On réalise plein de choses pour eux. Voilà. Donc voilà les chiffres. Voilà, pour 2016, c'est en constante augmentation. Quand on parle des cartes grises, voilà, il n'y a plus à la préfecture de Brive, la sous-préfecture de Brive, on ne peut plus faire nos cartes grises. Entre le mois de novembre et le 31 décembre, il y a eu 80 rendez-vous pour les cartes grises pour les animatrices. Donc les animatrices, elles font de la carte grise, elles font du covoiturage, elles font du Pôle emploi, elles font de la CAF, elles passent à l'APC. Donc on peut imaginer le travail de ces gens qui aujourd'hui n'ont aucun statut. Voilà, il n'y a pas une reconnaissance d'animatrice de maison de service au public. Voilà, c'est un vrai boulot. Elles gagnent des queues de cerises. Voilà. Donc moi j'espère qu'un jour, et on connaît bien les gens de la Caisse des dépôts et du CEGET, puisqu'il y a une commission ministérielle qui est venue chez nous, voilà, on leur a dit tout ça. Voilà. Et ça, moi je profite de ces rencontres aussi pour faire passer des messages. Voilà. Et donc c'est en constante augmentation, sauf le tourisme, parce qu'aujourd'hui les touristes ils rentrent plus dans les. Ils ont leur smartphone et ils vont aux grottes de Lascaux et ils réservent directement avec leur smartphone. Voilà. Donc après, il y a plus de femmes que d'hommes qui viennent. Voilà. Il y a une répartition géographique sur le territoire. Voilà. Ce que je veux dire, et j'ai fini parce que je pense que je suis dans les 10 minutes, moi j'encourage tous les élus des communes rurales et j'encourage tous les partenaires à porter ces dispositifs. Voilà. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact que ça a, et on n'est pas des pleurnicheurs, l'impact que ça a sur les habitants d'un territoire, un territoire rural. Je sais qu'ici, Bordeaux, j'entends tous les jours que les habitants augmentent. Les territoires ruraux, c'est une richesse pour la France. Voilà. Et on a plein d'initiatives sur nos territoires, et celle-là en fait partie. Voilà. Donc j'arrête là, je suis dans les 10 minutes, et je vous remercie tous de votre écoute. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage fort et important pour nous. Alors, durant votre intervention, vous avez évoqué un des partenaires, et puis on a vu que la fréquentation de la MSAP était quand même aussi liée à ce partenaire qui est la Poste, notamment l'agence postale communale qui est au sein de votre MSAP. Donc, Monsieur Lefebvre, qui est ici présent, qui est donc chef de projet attractivité et transformation à la Poste, je vous remercie de votre présence. J'ai envie de vous interroger sur le modèle MSAP porté par la Poste, parce que quelquefois, en effet, c'est aussi la Poste, en lien bien sûr avec les collectivités,
qui montent des projets de MSAP. Quel est le bon modèle pour vous? Qu'est-ce qui fait que c'est une réussite, une MSAP? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous tirez un bilan aujourd'hui ou un pré-bilan de ce qui a été fait? Et peut-être aborder également les mutualisations autres que les MSAP, parce que sans aller jusqu'à un projet de MSAP, il y a également des choses qui existent, qu'on connaît dans les territoires, qui sont les relais postes commerçants et les agences postales communales. Est-ce que ça a encore de l'avenir? Comment vous voyez les choses par rapport à ce modèle-là? Donc bonjour, donc Sébastien Lefebvre, je travaille au sein de la direction régionale du réseau La Poste. Effectivement, je m'occupe à la fois de la transformation du réseau et de la question de l'attractivité. Pas forcément facile de prendre la parole après ce qui vient d'être dit, mais en même temps encourageant et passionnant et ça conforte quand même notre démarche qui est celle de vouloir fédérer différents opérateurs pour rester présent sur le territoire. Et l'avenir pour nous, il est là. C'est-à-dire que seul, c'est compliqué pour nous dans certaines communes de continuer à rester, même si notre présence, elle n'est jamais remise en cause fondamentalement. C'est plutôt une question de format et de statut qu'on essaie de trouver ensemble. Juste avant peut-être de venir sur la question des MSAP, qui est un nouveau format pour nous, je le rappelle, le premier MSAP postal date de 2016. Le cadre général qui nous impacte tous, qui nous impacte nous, groupe La Poste, en tous les cas, que ce soit la partie courrier ou la partie réseau, c'est clairement le changement des usages. Ça, faut toujours l'avoir en tête, et c'est l'avènement du numérique. Donc clairement, les pratiques et le mode de consommation ont fondamentalement évolué. Et nous, on le voit sur la partie courrier, mais je laisserai mes collègues en parler un peu plus, mais on a quand même une baisse de l'activité courrier de l'ordre de 7% par an, qui représente quand même 500 millions de chiffre d'affaires en moins pour le groupe La Poste chaque année, ce qui en gros correspond à peu près au résultat net du groupe. Ça veut dire, en fonction des années, je vois que... Mais ça veut dire que fondamentalement, on a une réflexion sur le changement du modèle économique du groupe La Poste. Donc une réflexion à la fois sur des nouveaux services à proposer, mais aussi sur notre organisation structurelle pour effectivement continuer à rendre le service à la population. Et sur la partie réseau, le trafic en bureau de poste chute aussi, donc il chute de l'ordre de 6% par an. En 2004, il faut savoir qu'il y avait 2,7 millions de clients par jour qui rentraient dans le réseau La Poste. Aujourd'hui, on est à 1,4 million. Donc voilà. Effectivement, vous avez aujourd'hui des opérations simples de base que je pense aujourd'hui dans la salle tout le monde pratique, ne serait-ce que faire un virement bancaire. Aujourd'hui, de moins en moins de gens viennent au bureau pour faire un virement bancaire quand dans votre poche vous avez un smartphone et voilà, le soir sur votre canapé en 2 clics vous allez pouvoir faire cette opération, et donc tout ça nous impacte fortement. Sur la question des MSAP, effectivement c'est un des formats et un des nouveaux formats de présence postale. C'est pas le seul. Très rapidement, on a d'abord requalifié notre réseau de bureaux de poste avec différents niveaux d'expertise et de conseil. Donc ça, c'est sur notre réseau en propre, et c'est assez nouveau parce que jusqu'à maintenant, on avait tendance à dire la poste partout la même sur tout le territoire. Aujourd'hui, on arrive à affirmer et à nous organiser en fonction de ça. C'est-à-dire que vous avez des endroits où vous allez avoir des spécialistes, des conseillers bancaires spécialisés, des conseillers pour les professionnels, pour les entreprises spécialisées à certains endroits, puis d'autres niveaux, voilà, donc ils vont couvrir des zones territoriales, et puis d'autres niveaux où vous n'avez pas forcément ce conseil, mais vous avez un relais qui est toujours celui du chargé de clientèle. Voilà, donc on a vraiment qualifié le réseau postal, et puis on a un réseau de partenariats qui se développe. Faut savoir que depuis le début de l'année, on a passé un chiffre un peu symbolique de l'ordre on a notre réseau externe, ce qu'on appelle externe, qui est tenu du coup par des partenaires privés ou collectivités territoriales, est plus important que le réseau postal. Donc on est à 52% de partenaires d'externalisation contre 48%. Donc on a passé ce cap-là.
La nouveauté, alors j'en dis juste un mot, mais ce n'est pas l'objet de l'atelier, c'est que depuis 2 ans, la Poste travaille aussi sur la partie urbaine, parce qu'en fait, en urbain, on a beaucoup investi, rénové les bureaux, mais on ne s'était pas adapté au maillage. Donc il y a des endroits, il y a des villes qui explosent avec des nouveaux quartiers. Vous avez, en plus à Bordeaux, on a le cas, à plusieurs endroits, plus 5 000, plus 10 000, plus 15 000 habitants. Pas de service postal de proximité, comment on fait? Donc on a, en plus on était pilote en Gironde, on a ouvert des nouveaux points de contact. Parce qu'au final, les 17 000 points de contact nationaux, aujourd'hui, il faut le savoir, ils sont plutôt en augmentation. Mais on le fait, là, pour le coup, avec des partenaires. On a été un peu innovant en Gironde en travaillant avec une conciergerie. Voilà. Et donc, on a cette nouvelle tendance-là, quand même, qui est aussi de s'adapter s'adapter aux villes. Et parfois aussi trouver des mutualisations dans la ville. Voilà, parce qu'on a des villes parfois qui sont un peu surmaillées. À Bordeaux, tous les 300 mètres, il y a des quartiers, il y avait un bureau de poste. Donc on a travaillé effectivement pour toujours répondre aux demandes, mais différemment avec d'autres partenaires. Sur la partie rurale, c'est une vieille histoire, la transformation de la Poste en ruralité. Je crois que la première agence postale communale, elle date de après de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est 1945. Voilà. Donc, et on continue effectivement à chercher des partenaires quand on est dans des bureaux effectivement à très faible trafic, parce que d'abord on veut rester présent, ça c'est un incontournable pour nous, mais pas forcément sous la forme du bureau de poste en propre. Et l'idée de la mutualisation, donc que ce soit à travers une agence postale communale, ou je vais en dire un mot du coup sur la maison de service au public, pour nous c'est effectivement un schéma d'avenir. On a répondu effectivement à la sollicitation de l'État qui souhaitait mettre en place rapidement 1000 maisons de service au public. Donc la Poste au niveau national en a mis en place 504. Il y en a 10 en Gironde, donc voilà. Sur le bilan rapidement, comme je disais, nous c'est quand même relativement nouveau. Je sais qu'il y a des attentes très fortes à la fois des communes et aussi des opérateurs. Je vois la CAF, Pôle emploi en face de moi qui sourit, et c'est normal parce qu'en fait il faut savoir que dans le modèle économique qui a été mis en place sur ces maisons de service au public, il y a un triple financement. Il y a un financement de la moitié de la maison de service public par le fonds de péréquation postale, donc c'est 16 000 €. Il y a 8 000 € qui sont financés par un fonds opérateur et 8 000 € par l'État, comme le rappelait le sous-préfet Eric Suzanne. Et donc c'est normal que ça génère des attentes. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a du trafic, etc. Aujourd'hui, on est en 2016-2017, ça a été, on va dire, il a fallu qu'on s'organise nous pour ouvrir ces maisons de service au public, former notre personnel. Et aujourd'hui, on est dans une phase de développement et d'animation. Donc je me permets de saluer en même temps Catherine Varada qui est ici dans la salle avec moi, qui s'occupe particulièrement de cette partie de l'animation de notre réseau. Donc c'est notre responsabilité. Donc on anime les managers et aussi les chargés de clientèle qui effectivement ont un métier qui est nouveau, qui est spécifique. Parce que être chargé de clientèle, c'est être quand même en capacité de traiter 200 opérations postales différentes. Il faut l'avoir en tête. Mais en plus, quand vous rajoutez des services de Pôle emploi, de la CAF, de la MSA, maintenant effectivement de la dématérialisation des procédures d'État, et puis on a aussi on a intégré des nouveaux partenaires en Gironde, la Chambre de commerce et d'industrie, donc ça c'est une première en France. On a signé récemment une convention avec la DGFIP. Vous voyez, quand vous cumulez effectivement tous ces opérateurs, ça demande une culture générale de notre chargé de clientèle très large. Et voilà, donc c'est un vrai nouveau métier qu'on est en train de mettre en place, et ça ne se fait pas en un jour. Après, quand on regarde les chiffres, qu'on communique régulièrement aux opérateurs, on s'aperçoit que tout cela est en progression en fait. Tout cela est en progression forte, avec, on va dire, il y a 3 ou 4 opérateurs qui ressortent fortement, qui sont Pôle emploi, la CAF, les allocations familiales, et donc récemment, parce qu'on a signé une convention qui est en cours de signature, mais notre personnel est déjà formé pour s'occuper de la dématérialisation des titres d'État. Et là, on le voit sur cette dernière activité. Eh bien, je pense qu'il y a une question de notoriété, c'est-à-dire que de plus en plus,
les usagers savent que dans une MSAP postale, on peut venir faire ces démarches, carte grise, carte nationale d'identité, permis de conduire. Et du coup, on le voit effectivement chaque mois, un taux d'utilisation de plus en plus fort et qui, je pense, va sur cette activité, va atteindre à peu près ce que fait Pôle emploi aujourd'hui. Voilà, on en est proche et ce qui est la plus importante activité dans nos MSAP actuellement. Voilà, donc plutôt, nous on fait le pari que le format de la MSAP doit venir contrebalancer ce que je disais en introduction, à savoir la baisse de trafic. Et aujourd'hui, dans les MSAP les plus actives, c'est le cas. C'est-à-dire que les 4-5% qu'on a perdus parce que structurellement les usages autour des nouvelles technologies nous impactent, viennent se compenser parce que les gens viennent chercher des services effectivement dans la MSAP qui est vraiment un bouquet de services global. Voilà ce que je pouvais dire en gros sur l'actualité des MSAP postales. Je vous remercie. On parlera avec la Poste un petit peu plus tard de nouveaux services aussi et de services différents. Je voudrais aujourd'hui maintenant interroger la CAF. Donc Christine Garnier qui est donc responsable du service d'accès au droit, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Voilà. Nouveau service. Nouveau service. Donc justement, c'est un nouveau service. Comment la CAF aujourd'hui s'adapte un petit peu à ce modèle de mutualisation, à ce dynamisme des territoires ruraux et à toutes ces initiatives. Quelle offre de partenariat existe? Comment vous fonctionnez avec les élus? Comment vous vous adaptez? Comment vous formez vos agents, bien sûr? Parce que la CAF, c'est des publics qu'il faut avoir une vraie compétence pour pouvoir les accueillir. Comment vous formez éventuellement des agents territoriaux aussi qui sont dans les MSAP? Quel dynamisme partenarial vous avez? Et les élus qui sont ici, comment ils peuvent fonctionner avec vous? C'est un petit peu la question que j'ai envie de vous poser. Merci d'abord pour l'invitation. C'est vrai que la Caisse d'allocation familiale en Gironde est une caisse dite exceptionnelle. Juste pour donner un ordre d'idée, il y a 322 000 allocataires en CAF Gironde sur le territoire, comme l'a dit Monsieur Suzanne, sur le territoire le plus étendu de France. Donc l'équation a toujours été difficile à appréhender. Voilà, donc ça c'est déjà. Donc aujourd'hui, effectivement, il m'est demandé plutôt de parler de notre offre de services de proximité, puisque la CAF, bien évidemment, au-delà du versement des prestations légales, intervient aussi dans beaucoup d'autres domaines, notamment ceux de l'action sociale, avec une présence forte sur les territoires pour aider les collectivités à développer du service, notamment sur les questions de petite enfance, d'enfance et de jeunesse, mais pas que. Voilà, donc je n'interviendrai pas sur ce sujet-là. Je vais me concentrer sur notre offre de proximité qui, depuis 1996, si ma mémoire est bonne, n'a cessé d'évoluer et de s'adapter à la fois aux besoins des territoires, à l'évolution, on va dire, des usages, comme l'a dit la personne de la Poste, parce que notre société, elle bouge et donc on ne peut pas ne pas s'adapter à toutes ces évolutions. Je vais donc vous présenter un petit peu quelle est notre offre de services de proximité. Si j'arrive à ouvrir le document, je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, notamment commencer par ça, parce que là, on vous montre quelle est aujourd'hui notre implantation sur le territoire. Donc depuis 1996, je disais, nous avions déjà un engagement de service de façon à nous rapprocher de nos allocataires. Notre obligation était notamment d'être au moins à 20 km de chaque allocataire de Gironde, même sur les territoires à faible densité. Aujourd'hui, nous sommes, grâce aussi à nos partenaires et aux élus qui ont bien voulu aussi s'engager dans notre démarche en 2002. On a essayé de déployer effectivement un réseau d'accueil qui soit suffisamment étoffé, alors avec des niveaux de services différents bien évidemment, puisque vous avez bien compris qu'avec 322 000 allocataires, on ne peut pas être derrière chaque allocataire et donc on ne peut pas déployer un technicien derrière des zones à faible densité, mais pour autant on a essayé de trouver des modalités qui nous permettent quand même d'assurer un service au moins de premier niveau.
Donc depuis donc nous avons bien sûr les antennes, ce qu'on appelle les antennes, qui sont des structures qui permettent d'accueillir des publics à forte densité sur des territoires à forte densité. Puis après, on a tout le réseau qu'on a développé depuis 2002. Sur l'ensemble de la Gironde, et aujourd'hui nous avons 41 points relais qui sont co-construits et conventionnés avec chacun des partenaires. Le réseau MSAP venant conforter ce déploiement-là, puisque nous avons effectivement, en plus de ce réseau-là, le partenariat sur les 10 MSAP La Poste, et que sur les points relais que nous avions déjà conventionnés depuis 2002-2004, certains ont obtenu le label MSAP, mais nous étions déjà présents dans ce partenariat. Donc c'est important de le voir. Vous voyez un petit peu le maillage sur le territoire que nous avons. Quelques chiffres aussi assez significatifs pour nous. C'est qu'en 2006, par exemple, nous n'avions que 247 000 allocataires. Donc, vous voyez, nous avons une montée en charge assez forte de par les évolutions démographiques en particulier, mais pas que. Il y a aussi de nouvelles prestations sociales qui ont vu le jour et qui ont permis de déployer, enfin, en tous les cas, d'avoir un nombre d'allocataires assez important. Donc nous avons un nombre de visites qui a diminué du fait de la mise en place des rendez-vous, mais pour autant on a essayé de déployer notre offre sur l'ensemble du territoire. En 2004, nous avions 4 points relais. En 2006, nous en avions déjà 17. Et puis, nous sommes arrivés à 41, ce qui est quand même... donc, vous voyez, c'est une offre de service qui est en place depuis pratiquement 15 ans. Ce qui m'a été demandé aussi de préciser, c'est que dans le cadre de ce déploiement, ça ne s'est pas fait comme ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et ça ne s'est surtout pas fait par un coup de baguette magique. Ce qui a été très très important, et on essaye de promouvoir notre expérience avec les partenaires qui maintenant s'investissent beaucoup dans le déploiement des MSAP, c'est la prise en compte des agents d'accueil dont vous avez parlé, et pour lequel on a une attention vraiment particulière au niveau de ce dispositif point relais. Parce qu'effectivement, ils endossent beaucoup d'informations, beaucoup de rôles, et que si nous, le pari qu'on a fait en 2004, pour que ça puisse s'inscrire dans la pérennité, c'était vraiment de pouvoir accompagner ces agents d'accueil. Donc on a construit tout un dispositif et une organisation bien spécifique pour pouvoir continuer à faire suivre l'ensemble des informations, les évolutions réglementaires, la façon de gérer les services de la CAF, la dématérialisation, etc. Et au fil du temps, ça nous permet de nous adapter et de permettre au public de ne pas être en dehors de toutes ces réalités-là. Donc on a des formations, tous les deux fois par an, on reçoit les agents d'accueil, on les suit, on a vraiment un système et une organisation qui d'ailleurs a été repris dans la circulaire d'État de 2006 sur plus de services en milieu rural, puisque à cette époque-là, la CAF de Bordeaux avait été en particulier auditée pour voir comment on organisait nos modalités de suivi et d'accompagnement de nos partenaires qui conventionnaient avec nous pour offrir ce service de premier niveau. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment important, parce que ce réseau de points relais a permis en Gironde en particulier de compléter cette offre avec nos partenaires, Pôle emploi, mais aussi les autres organismes de sécurité sociale, puisque petit à petit, nos modalités d'intervention ont servi d'appui. C'était des bonnes pratiques qui nous a paru important de pouvoir partager. Donc dans ce cadre-là, on s'inscrit bien évidemment dans le schéma départemental d'accessibilité aux services publics, puisque nous avons, comme vous l'aurez compris, un enjeu important à accompagner tous les publics pour faire valoir leurs droits. Donc ça, c'est sur la partie maison de service au public, mais plus particulièrement nos points relais, puisque c'est comme ça que nous avons déployé notre intervention.
Donc la petite nouveauté, puisqu'il faut toujours s'adapter, et il paraît que les CAF doivent être agiles maintenant, donc on va essayer de continuer à l'être. Depuis fin 2017, donc la direction de la CAF de la Gironde a souhaité être beaucoup plus proactive sur les questions d'accès au droit, de lutte contre le non-recours et d'inclusion numérique, et donc a créé ce nouveau service dont j'ai la responsabilité donc, depuis début décembre 2017. Avec des professionnels qui sont dédiés à la question de la recherche de bénéficiaires potentiels, à la question de faciliter l'accès aux droits et de permettre à des interlocuteurs des territoires, que ce soit les services sociaux, que ce soit les agents d'accueil des MSAP ou de nos points relais, d'avoir des relais facilitants pour débloquer des dossiers administratifs complexes, de pouvoir mieux gérer ces situations qui sont parfois un peu dramatiques, un peu difficiles. La solvabilisation des prestations pour une CAF, c'est quand même son cœur de métier, donc on a cette responsabilité-là. On mettra l'accent de plus en plus sur ces questions-là, avec vraiment une recherche active des bénéficiaires potentiels et donc nos partenaires, que ce soit nos partenaires institutionnels, la Poste, l'État, le département. On essaye effectivement de réfléchir ensemble à ces questions-là. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Et le sujet étant très vaste, et je pouvais en parler toute la journée, parce que d'autant plus que j'ai été à l'initiative au départ en 2002 de ces fameux points relais. Donc voilà, j'ai essayé d'être synthétique et pas trop prendre trop la parole sur ce sujet. Merci beaucoup. Je voudrais redonner la parole à la Poste, mais sur un autre aspect, alors on appelle ça la silver economy, qui est un grand terme. On va plutôt parler en effet de diversification de services autour notamment de quelqu'un qui est très important en milieu rural, parce qu'il est toujours là, c'est le facteur, puisque pour l'instant ils ne disparaissent pas, ils continuent à distribuer le courrier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose on en entend beaucoup parler, les nouveaux services du facteur, etc. Là je vais un petit peu vous poser des questions concrètes. C'est-à-dire un petit peu votre retour d'expérience. Donc nous avons la chance d'avoir une factrice qui pourra éventuellement témoigner de comment ça se passe concrètement. Madame Simonin Baronnet, qui nous fait le plaisir d'être là, qui pourra nous apporter ce témoignage. Monsieur Ludovic Drouet, qui est donc directeur commercial service courrier colis de la Poste. Je vous remercie aussi. Quel retour d'expérience, un point de vue vraiment concret sur en quoi ça consiste, quel partenariat avec les collectivités sur ces nouveaux services, parce que ça aussi c'est les services publics et des services pas forcément publics, mais des services à la personne dont nous avons besoin sur nos communes rurales pour pas voir toutes nos personnes partir à la ville pour pouvoir avoir tout ce dont ils ont besoin. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez dit beaucoup de choses dans l'introduction, le facteur qui est encore là, les services publics. Ça a été évoqué aussi par mon collègue en charge des bureaux de poste, du réseau des bureaux de poste. Juste rappeler que l'enjeu de la Poste aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été dit sur la perte de volume conséquent du courrier, c'est bien le maintien de notre réseau partout en France et notamment dans le monde rural. C'est notre survie à nous aussi. C'est près de 18 000 points de contact des bureaux partenaires, mais aussi des bureaux emploi, et c'est 75 000 factrices et facteurs, donc c'est 95 000 points de contact tous les jours que l'on veut maintenir. Notre vie au quotidien, c'est de se dire, demain, ça sera quoi notre factrice ou notre facteur en 2025, en 2030, en 2035, au service des territoires. Et donc, je pense qu'on est tous là, institutionnels, entreprises publiques ou acteurs de l'État, convaincus que nous devons aider notamment la ruralité, mais pas que, effectivement l'urbain, mais la ruralité. Et c'est bien l'enjeu de notre métier au quotidien, de développer ça. Évidemment, c'est très transformant. Et le modèle tel qu'on le voit à la Poste, c'est bien celui qui est posé aussi dans les collectivités, avec aussi la baisse des dotations globales de fonctionnement. Nous, on a un modèle économique qui est fortement challengé sur ces baisses. Pour donner un ordre d'idée, sur les baisses on estimées à la Poste, c'est 3 milliards de pertes estimées en 10 ans sur la baisse de volume de courrier qu'il faut aller chercher derrière pour assurer la mission de service public. Puisque vous l'avez dit dans l'introduction, la Poste a une mission de service public inscrite dans la loi, que nous souhaitons évidemment maintenir, et en même temps c'est une entreprise commerciale. Donc forcément ça appelle beaucoup de choses.
d'autres entreprises vivent ça actuellement, on le voit avec la SNCF. La Poste, comme Orange, l'a vécu il y a quelques années. Depuis maintenant une dizaine d'années, on est dans cette transformation-là. Et notre volonté, la vision stratégique du groupe La Poste, c'est bien de réduire les fractures, de quelque sorte que ce soit. La première, c'est la précarité, l'isolement, parce qu'il y a beaucoup de gens isolés aujourd'hui en France. La deuxième, c'est la fracture numérique. Et la troisième, c'est la fracture énergétique. C'est les 3 grands domaines sur lesquels on souhaite travailler La Poste, sur lesquels on considère que notre réseau de proximité peut apporter quelque chose. Et tout cela dans le cadre de la fameuse MAP, la modernisation de l'action publique, tout en réduisant les coûts des collectivités. Et pour aller au bout du bout, tout en apportant un modèle économique viable à La Poste. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a des offres très détaillées dans le cadre de ce qu'on appelle la fameuse Silver Economy. Puisqu'on le sait tous, en France, on a une population qui vieillit. C'est une bonne nouvelle, les gens vivent plus vieux. Et en même temps, il y a un vrai enjeu de maintien à domicile. Les personnes âgées veulent rester le plus longtemps possible à leur domicile. Leurs proches sont souvent loin maintenant par rapport au travail, veulent qu'ils puissent rester à domicile. Et l'État a un intérêt, puisqu'économiquement, ça peut être plus intéressant. Et c'est dans ce cadre-là qu'on développe un certain nombre de services. Effectivement, je pense que plutôt que moi de développer un petit peu, là on a quelques slides qui expliquent ce que vous connaissez déjà sur les enjeux de la Silver Economy. Peut-être intéressant, Anne, de nous partager un peu le retour d'expérience. C'est pour ça qu'on a souhaité que Anne partage, puisque qui mieux qu'une factrice en l'occurrence pour parler de sa transformation et de ce qu'elle peut donner au quotidien. Bonjour. Oui, effectivement, en travaillant dans le milieu rural, je suis à côté de Pau, dans les coteaux de Jurançon. Donc, il y a beaucoup de fermes, de petits lieux-dits. Donc, quelqu'un de la région. Et donc, il y a une inquiétude des gens et de la population rurale que le facteur disparaisse. Un jour, voilà, confirmation, c'est pas. Et puis, nous, on le sait, on ne sera pas du tout amené à disparaître. Au contraire, il faut qu'on évolue, qu'on s'adapte donc à cette nouvelle économie et avec le numérique et tout ça, et aussi à cette population vieillissante. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire passer aux gens, qu'on sera toujours là. Et que comme nous passons chez eux sur 100% du territoire et tous les jours, donc c'est un plus et ils ont un côté, ils sont rassurés. Surtout quand vous venez de perdre votre mari, que vous avez, ça fait 40 ans que vous vivez avec lui dans une ferme un peu isolée, vous êtes content de savoir que vous pouvez avoir le facteur qui viendra chez vous, avoir un contact, un lien social tous les jours. C'est un petit plus et ça pourra l'aider à rester chez elle. Je parle souvent, je dis elle parce que c'est vrai, la plupart du temps, c'est des clients que j'ai en veillée sur mes parents sont des femmes. Mais bon, ça peut... Et donc, voilà, en plus, ils ont une confiance au facteur et donc c'est un lien social très important pour eux. Et le fait qu'en plus, on a plein d'autres services de proximité qui sont en voie de développement, comme Proxy Course, quelqu'un commande... dans un magasin par exemple à Pau, le facteur lui apporte ses courses, il prend les courses avant de partir en tournée et il l'amène au destinataire. Ou alors on a les médicaments aussi, il y a des bibliothèques qui signent des contrats avec la Poste pour qu'il y ait un échange de livres. Donc il y a plein de choses mises en place pour que les gens puissent rester chez eux et qu'ils aient toujours accès à certains services de proximité, entre guillemets. Il y a là, récemment, on a mis en place l'aide à la télédéclaration d'impôts. Et donc c'est un service en plus pour ceux qui ne sont pas habitués au numérique. Et donc les facteurs sont formés pour ça. La Poste met tous les moyens pour qu'on soit formé pour ça. Parce que pour nous aussi c'est nouveau. Et comme disait monsieur tout à l'heure, les facteurs ont un pouvoir d'adaptabilité. On parlait entre nous. Et c'est une force pour l'entreprise, une force pour la ruralité, pour que les gens restent chez eux le plus longtemps possible. Voilà. Et donc, on essaye de tout faire pour ça et pour être le plus efficace. Merci. Alors, pour peut-être conclure cette partie-là, après on pourra échanger
si des personnes ont des questions, effectivement, on est vraiment sur un socle de facteurs et ça a été évoqué. C'est pas toujours simple. Le socle de base, c'est l'acceptation de la transformation par le facteur. On ne réussira pas à transformer, parce que c'est effectivement faut être agile, à transformer notre réseau de proximité et à offrir un service qui soit intéressant pour notre public local si le facteur n'est pas d'accord. Et on le voit tous, hein, c'est compliqué dans les grandes structures historiques de transformer, mais on sait aujourd'hui que nos facteurs ont compris dans la grande majorité l'intérêt local. Et pour les collectivités, notre intérêt, comme j'ai dit, il est commun. Hein. Il est faire vivre nos territoires. Anne parlait du proxy course. Ce qu'on veut, c'est dans un écosystème qui est très changeant, comme vous l'avez rappelé également, très changeant pour tout le monde. Comment nous, on réussit à faire tirer l'épingle du jeu du territoire. On a parlé des commerçants. Le sujet que vous évoquiez sur le covoiturage avec les facteurs, oui, c'est regardé. On regarde toutes les innovations possibles dans un cadre juridique évidemment organisé, qui soit proche de la proximité du métier du facteur. Alors pas du facteur tel qu'il distribue le courrier, ça c'est ce qui peut être, parce que quand on voit le panel de services, parfois on nous dit vous allez vraiment très très loin, c'est plus du tout le métier du facteur. Le métier du facteur, ce n'est plus, ou ça ne sera plus demain de distribuer du courrier, c'est d'être un contact de proximité. C'est ça toute la transformation, et donc aider à la télédéclaration de revenus, aller veiller sur un parent, faire un partage de médicaments. Alors certes, parfois c'est très éloigné, on travaille aussi sur l'écomobilité, mais le socle, ce n'est plus facteur distributeur de courrier, mais c'est facteur service de proximité. Et c'est tout ça l'enjeu. Et pour finir, voilà, le collectivité et la Poste, on a un vrai enjeu commun de faire vivre la territorialité là-dessus, avec de l'innovation et avec derrière, pour l'un comme pour l'autre, un modèle économique qui soit viable. Je vous remercie. On échangera éventuellement avec la salle sur ces problématiques et les questions qu'on peut avoir. Enfin, je rigole. Je voulais interroger Pôle emploi pour finir cette table ronde. Laurence Balguiti, qui est responsable partenariat Pôle emploi de la Gironde. L'emploi, c'est aussi une problématique sur les territoires ruraux. Hein. Bien sûr, c'est ce qui fait vivre nos territoires. Donc, je vais un peu vous interroger sur les services aux entreprises, mais aussi aux demandeurs d'emploi sur le territoire. Je crois que le numérique a une place particulièrement importante aussi pour vous, pour rester accessible. Voilà. Quel est votre modèle et comment Pôle emploi est présent sur les territoires ruraux également? Je vous remercie. Merci, c'est un peu dur de manier les deux. Donc, ravi d'être là aujourd'hui. C'est vrai que nous avons effectivement proposé de parler des services digitaux en direction des entreprises et des demandeurs d'emploi. Donc, Pôle emploi, premier opérateur public national en matière d'emploi. On est effectivement à la croisée de tous les enjeux, qu'il s'agisse des collectivités, des entreprises, des personnes à la recherche d'un emploi. Et dans nos partenariats multiples, nous avons effectivement tous les intervenants qui m'ont précédé et aussi tout le réseau des associations, qu'elles soient de proximité ou plus importantes sur des territoires comme la Gironde ou la métropole. Donc vous avez à l'écran les 4 axes stratégiques qui structurent notre activité et autour desquels la convention tripartite que nous avons avec l'État et les partenaires sociaux a été construite, avec notamment la question de la transformation digitale, puisque nous aussi nous avons fait notre révolution, et le développement des services en direction des publics, mais aussi avec des accents qui sont mis en particulier sur les partenariats avec les collectivités, je vais y revenir, et sur l'accompagnement des publics les moins autonomes vers l'utilisation des services numériques. Vous l'avez vous-même dit à plusieurs reprises, la question de la réduction de la fracture numérique, c'est un point essentiel dont nous partageons l'enjeu avec vous tous. Donc rapidement, parce que c'est aujourd'hui le Salon des élus, nous avons des partenariats forts avec les collectivités locales et territoriales qui se sont notamment concrétisés par une convention de collaboration avec l'Association des maires de Gironde, récemment signée, laquelle convention décline un accord cadre national que Pôle emploi a signé avec l'Association des maires de France
et qui mobilise tous nos réseaux, agences locales, directions territoriales, directions régionales, pour agir au plus près des besoins des territoires avec les collectivités et avec les élus locaux. Donc avec des axes de travail principaux, donc partager des éléments de diagnostic pour mieux connaître les territoires, les populations, leurs attentes et inscrire notre action avec des opérations communes pour soutenir le développement économique et effectivement faciliter l'accès des populations aux services de Pôle emploi. On a une priorité qui se traduit par l'expression « faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin ». Et cette question de l'accompagnement des publics fragiles, quelle que soit la situation à l'origine de cette fragilité, est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est complètement fait partie de notre ADN. Donc on est vraiment très sensible à ça et c'est un axe fort pour nous. Donc renforcer l'autonomie digitale des demandeurs d'emploi, effectivement, aujourd'hui, plus personne ne lutte contre ça. Il se trouve que 80% de la population demandeurs d'emploi ou entreprises utilisent le numérique, ou pour recruter du côté des entreprises, ou pour chercher un emploi du côté des demandeurs d'emploi. Ça paraît beaucoup, mais ça signifie aussi qu'il y a une frange qui reste importante, aux alentours de 20%, qui sont en difficulté pour accéder à ces services numériques, alors même que l'on considère que ça peut être un formidable levier pour favoriser l'insertion et l'autonomie des personnes à la recherche d'un emploi. Donc on a depuis quelques années, je parlais de révolution digitale tout à l'heure, ce n'est pas un faible mot pour décrire la manière dont, un petit peu à marche forcée, Pôle emploi a fortement développé ses services digitaux. Donc on a plusieurs sites emblématiques, et notamment le site pôle emploi.fr à destination des entreprises et des demandeurs d'emploi. On a complètement revisité son ergonomie depuis quelques années et finalement, comme beaucoup de sites institutionnels, ce qui est créé aujourd'hui, demain sera revisité, refondu, amélioré en se basant sur les attentes qu'expriment nos usagers. Donc, qu'on soit entreprise ou demandeur d'emploi, on a des services dédiés, on a un espace personnel avec, pour les entreprises, une banque de profils, pour les demandeurs d'emploi, un espace personnel qui lui permet d'être en relation constante, s'il le souhaite, avec son conseiller référent, puisque depuis 2015, chaque demandeur d'emploi qui s'inscrit se voit très rapidement désigner un conseiller référent qu'il peut rencontrer en fonction de ses besoins, de l'intensité de la relation, mais avec lequel aussi, grâce au service à distance, il peut être en contact très régulier et à qui il peut poser des questions. On a pôle emploi.org qui est un site plutôt institutionnel avec des informations grand public ou en direction des partenaires. Et on a, pour les internautes, irrigué tous les canaux de communication, qu'il s'agisse des réseaux sociaux. On a une chaîne sur YouTube avec énormément de vidéos qui permettent aussi au public accompagné de mieux comprendre la teneur des services et à quelle porte frapper. On a quelque chose d'important sur lequel on est précurseur en ce moment autour de la question des compétences, que ce soit les collectivités ou les entreprises à la recherche d'un collaborateur. Régulièrement, et toutes les enquêtes de satisfaction que l'on mène nous le prouvent, au-delà des compétences techniques, au-delà des références métiers, au-delà de cette fameuse tendance très française de rechercher des collaborateurs en se misant sur les diplômes ou sur les qualifications, de plus en plus d'entreprises nous font état de la question de la compétence, qu'elle soit comportementale ou de la question de la capacité. Pour nous, une compétence, c'est une capacité, un savoir-faire, plus un savoir-être en situation de travail. Et ça nous permet aussi d'accompagner les publics en difficulté vers l'emploi en mettant la focale sur leur capacité à, plutôt que sur leur diplôme, leur expérience ou leur qualification. Donc nos services, nos systèmes informatiques ont complètement intégré cette donne-là et ça nous met
en capacité de davantage travailler de manière encore plus fine sur l'intermédiation entre l'offre d'emploi et la personne à la recherche d'un emploi. C'est très vrai pour ces publics en difficulté, alors qu'ils peuvent être sur des territoires ruraux ou pas ruraux. Pour nous, c'est pas, on ne distingue pas ça. Par contre, sur les territoires ruraux, et je vais y revenir par rapport au MSAP, on mise effectivement beaucoup sur les services numériques parce que ça permet de travailler l'accessibilité justement aux services publics et de réduire les inégalités que l'on peut constater effectivement entre des personnes qui vivent sur un territoire avec une forte densité de services finalement et les autres. Donc on a fortement mobilisé tout notre réseau d'agences locales. En Gironde, c'est 18 agences locales. Dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a une centaine d'agences locales. Je parle pour le département dont je m'occupe. La Gironde, effectivement, a mis en place d'une manière... je crois qu'on a été les premiers à mettre en place des ambassadeurs. En tout cas, ça a été le cas après dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et ça s'est développé partout sur le territoire français. On a dans chaque agence des collaborateurs que l'on appelle des ambassadeurs du digital et qui ont pour première mission d'accompagner leurs collègues, puisque c'est bien beau, toutes les institutions se sont mises à l'heure du digital, mais les collaborateurs ne sont pas toujours friands ou ne sont pas toujours à l'aise. Donc on a des collaborateurs qui vont aider leurs propres collègues à maîtriser tous les outils du numérique et à accompagner les usagers dans cette appropriation. On a aussi, depuis déjà 2-3 ans, dans chaque agence, 1 à 2 services civiques qui sont là pour aider les usagers à utiliser nos services digitaux. Et on répond à tous les enjeux nationaux, notamment sur ces métiers du numérique qui sont en fort besoin de recrutement. Et on va mettre en place là, très prochainement, en prévision du plan d'investissement compétences, des actions en collaboration avec les partenaires et aussi les collectivités pour sensibiliser des demandeurs d'emploi à la formation en métiers du numérique. Les partenariats avec les mairies permettent aussi de délocaliser des ateliers, les mairies ou les collectivités intercommunalités, des ateliers de sensibilisation, alors ou au métier du numérique ou au service du numérique. Et très souvent, nos directeurs d'agence le mettent en place avec d'autres partenaires sur les territoires. C'est très vrai un peu partout et particulièrement sur les sites qui sont plutôt dans les zones rurales. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ? Je vais faire rapide sur la fin. L'Emploi Store, il y a encore pas mal de personnes qui ne connaissent pas cette plateforme, qui est une plateforme numérique créée à l'initiative de Pôle emploi il y a maintenant 3 ans et qui rassemble 310 services ou applications, issus aussi bien des partenaires institutionnels, chambres consulaires, bien sûr, on a toutes nos applications qui se retrouvent sur cette plateforme, mais on fait régulièrement appel à des startups pour qu'elles viennent se faire référencer sur cette plateforme numérique et permettre un accès le plus large possible à tous les services digitaux pour nos usagers. En général, qu'on soit demandeur d'emploi ou pas d'ailleurs, puisque de nombreux salariés utilisent cette plateforme, on devient assez vite addict. Vous avez à l'écran quelques applications parmi les plus récentes. Donc, ce sont des applications. Les bons clics, ça a été développé avec WeTakeCare, qui est une filiale du groupe Emmaüs Connect. Les autres applications que vous voyez citées à l'écran sont des applications qui ont été développées par Pôle emploi et qui aident justement des personnes, quelles qu'elles soient, mais à plus forte raison des personnes qui sont éloignées d'un service Pôle emploi, à accéder à des informations qui peuvent être utiles dans leur recherche d'emploi. Rapidement, les services digitaux pour les recruteurs, j'en ai parlé, avec aussi des simulateurs ou des applis pour aider à recruter. On peut aussi aider les entreprises à mener des entretiens d'embauche. À l'écran, je cite quelques-uns des partenariats que nous menons sur les territoires. En Gironde, on a 10 missions locales, 7 plis. On a un organisme de placement spécialisé pour les personnes handicapées, des liens forts avec les structures d'insertion par l'activité économique, et il y a des partenariats qui sont menés au niveau départemental. Donc, je conduis des partenariats avec de nombreuses institutions, mais tous nos directeurs d'agence sont aussi responsabilisés pour mener des partenariats en local au plus près des besoins, de manière à
irriguer le maximum de territoires et d'avoir une polyvalence sur tous les territoires. On a un partenariat renforcé avec la CAF qu'on est en train de développer avec une application qui s'appelle machigogne.fr qui permet de travailler en direction des usagers qui ont des problèmes de garde d'enfants et qui sont en difficulté pour aller à un emploi, une formation ou un entretien d'embauche. Et je cite aussi d'autres organismes de protection sociale avec lesquels on développe des actions sur le terrain. Je conclus avec les MSAP. Les partenaires précédents ont cité Pôle emploi à plusieurs reprises. Donc Pôle emploi fait partie des 7 opérateurs nationaux qui cofinancent le dispositif des maisons de services au public. En Gironde, qui est le département où il y a plus de maisons de services au public auxquelles Pôle emploi collabore, on est présent sur une quinzaine de MSAP. Monsieur le sous-préfet en a fait état, le Sud-Gironde est assez représentatif des MSAP dans le département. On est partenaire de toutes les MSAP du Langonnet et sur d'autres zones du département de la Gironde. Donc partenaire pour nous, ça signifie qu'on forme notamment les agents de ces MSAP en proposant une formation de 3 jours. Donc on ne va pas en faire des conseillers Pôle emploi, ça c'est clair, mais on leur donne un socle de base sur les fondamentaux de l'offre de service de Pôle emploi, sur la déontologie du service public version du côté Pôle emploi, et on demande à nos agences locales qui sont en partenariat avec des MSAP d'être en animation de ce réseau parce que les informations évoluent, parce que les services évoluent, la réglementation évolue. Donc il y a toujours un interlocuteur privilégié qui est l'interlocuteur de ces maisons de services au public et des salariés qui animent ces maisons de services au public. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour une ou deux questions, pour échanger, avoir des précisions, vous interroger par rapport à votre territoire. Merci. Bonjour. Donc moi je suis adjointe dans une petite commune à côté de Pau, à Gelos exactement, donc à côté de Jurançon. Une petite commune de 3800 habitants, semi-rurale, avec vraiment donc, une particularité qu'on a des coteaux, donc des accès difficiles, etc. Et notre plus grande difficulté, c'est le repérage effectivement des personnes âgées isolées, puisque généralement ce sont celles-là qui ne viennent, enfin, qui ne se déplacent pas et qui ne demandent aucune aide. Donc en fait, je voulais savoir un peu votre mission par rapport à la Poste, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, jusqu'où allait cette mission, c'est-à-dire quelle collaboration et enfin, plus précisément dans le lien qu'il peut y avoir avec la collectivité. Oui, alors je connais un petit peu Gelos, j'habitais il y a quelques années à Sercastet, donc je connais les coteaux. Vous faites partie de l'interco de l'agglo de Pau maintenant ? Oui. Donc il y a deux types d'offres qu'on propose aujourd'hui sur la veille auprès des seniors. Celle qui expliquait Anne, c'est une offre que vous avez vue apparaître là, auprès du grand public qui est Veiller sur mes parents, auprès du grand public, dans lequel le facteur va lui-même faire la promotion de l'offre. Donc en fait, dans le cadre de la tournée du facteur, ils vont eux-mêmes identifier les personnes qu'ils jugent eux isolées, hein, par leur connaissance terrain, et ils vont eux-mêmes proposer l'offre éventuellement à la personne. Ça c'est le premier volet de l'offre, je dirais grand public. Après il y a le pendant de cette offre qui existe pour les collectivités, qu'on appelle Proxivigie Cohesio. Alors la petite spécificité, c'est que l'offre Veiller sur mes parents, elle couple à la fois le facteur et la téléassistance. D'accord, et puis la mise en relation avec des petits partenaires professionnels. Donc ça, je dirais, c'est le grand public qui le fait. On est plutôt là sur une population de personnes qui ont les moyens. Ça va être les proches qui vont payer la prestation au mois. Il y a des crédits d'impôt par rapport à ça. Mais on va peut-être être sur cette population. Sur l'autre angle qui concerne les collectivités, notamment les CCAS ou les CIAS, c'est l'offre Proxivigie Cohesio, dans laquelle là, on va proposer uniquement le passage du facteur. Parce que la plupart du temps, il y a déjà des offres qui sont proposées par les collectivités ou avec des partenaires sur la téléassistance. Donc là, c'est les contrats en fait, de passage qu'on met, mais qui sont basés sur votre identification à vous de la donnée, puisque nous, la seule donnée qu'on ne peut faire, c'est on ne peut faire qu'un, entre guillemets, le terme est toujours péjoratif, mais un démarchage par le facteur. Et pour que le potentiel bénéficiaire ou l'aidant accepte qu'on le contacte, il doit nous signer un document.
On n'a pas le droit, dans le cadre des règles de la CNIL, de transmettre un fichier. Après, on est en capacité, dans nos bases de données, d'identifier des populations de seniors, de plus de 80 ans par exemple, de louer le fichier à la collectivité pour en faire la promotion. Et après, faire un des services qu'on n'a pas abordé là, faire de la promotion de ce qu'on appelle de la remise commentée. Le facteur, au lieu de remettre à la boîte aux lettres pour aller commenter en disant voilà, j'ai un courrier de la part de votre CCAS ou de votre mairie pour vous indiquer qu'une prestation existe, mais c'est une prestation que vous allez acheter en termes de prestation de données. On est très lié aux données de la CNIL. Donc si la question c'est comment vous vous identifiez, souvent c'est votre centre d'action sociale. Il y a normalement des listings de sauvegarde qui sont demandés d'ailleurs par les préfectures. Souvent on part de ça. Oui, mais le problème c'est que c'est du déclaratif. Oui. Donc on essaie de jouer sur la solidarité des voisins et des quartiers, etc. Mais ça reste compliqué parce que malgré tout, on n'arrive pas à avoir les plus nécessiteux. Alors, c'est vraiment la question. On a même eu des cas où on a, dans le 64 d'ailleurs, je ne citerai pas la commune, mais sur une petite commune, plutôt sur le côté Pays Basque, où on a mis en place avec le maire la prestation de proxy vigie. Il nous a dit, moi ça m'intéresse, je veux qu'avec le CCAS on le mette en œuvre. Et c'est vrai qu'au final, on n'a pas trouvé, le CCAS n'a pas réussi à trouver de bénéficiaires, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un vrai besoin de marché, mais les gens, pour souscrire à l'offre, pour passer en... Il y a toujours un petit... C'est compliqué, hein. Il y a un temps important. C'est pour ça que le facteur est intéressant, parce que lui, c'est le meilleur contact humain, parce qu'en fait, il connaît, et on sait très bien qu'il y a la proximité, mais on est très lié à la CNIL. Donc là-dessus, il n'y a pas de transmission de données. Il est impossible pour nous de dire le facteur va identifier, si la question au bout du bout, c'est va identifier et va donner à la commune ça. Ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. J'espérais un peu ça. Non, on n'a pas le droit. Après, il faut qu'on travaille sur de la communication ensemble. Vous avez des magazines, des bulletins municipaux. Il faut faire des articles. On a des facteurs qui font déjà ces prestations-là sur vos territoires. Donc, il faut aussi peut-être le mettre en avant. Faire des réunions publiques. Nous, on peut venir dans des réunions publiques dans lesquelles un samedi matin, dans lequel vous faites la promotion de ça. Aujourd'hui, voilà, il faut faire de la pédagogie, de la communication, mais on ne peut pas effectivement vous donner des remontées de noms comme ça, quoi. Très bien, merci. Bonjour et merci. Je suis de Saint-Ouen-de-Médoc, juste dans la métropole bordelaise. Une commune pas rurale, pas urbaine, donc périurbaine. Et j'avais une question qui me venait toujours au même groupe. Avant de penser à Proxycourse, je crois, qui doit être certainement une filiale d'un gros faiseur, pour alimenter la ruralité et les personnes peut-être qui se maintiennent à domicile, est-ce que vous avez des projets pour des communes comme la nôtre qui commencent à devenir des communes dortoirs où le centre-ville effectivement se désertifie alors qu'on a, on va dire, une population bien presque urbaine, mais on est entre les deux, et plutôt que de livrer depuis un entrepôt de courses type drive des personnes à la campagne, faire revivre aussi la place du village. Du coup, ça peut être une double réponse. Enfin, le collègue parlait tout à l'heure de l'urbain ou du périurbain, parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet aussi sur l'urbain et le périurbain. Les proxy-courses, alors on est bien dans ce domaine, qu'on soit en rural ou en urbain, périurbain. L'idée, c'est de faire vivre le commerce local. Un de nos principaux partenaires aujourd'hui, c'est évidemment Amazon, sur le transport de colis. Donc on travaille avec ces opérateurs-là, mais notre territorialité, on veut aller travailler avec le commerce local. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les associations de commerçants par exemple, on doit travailler par exemple le portage. Parce qu'aujourd'hui, pendant longtemps, les commerçants de proximité n'ont pas voulu aller sur Internet, n'ont pas voulu aller concurrencer, faisaient moins de publicité. Alors on avait les périphéries de ville avec les grands centres commerciaux, Internet qui est arrivé là-dessus, donc les centres-villes se sont retrouvés un petit peu isolés. C'est bien tout l'enjeu, c'est que nous on veut essayer auprès des partenaires de dire voilà comment on peut dynamiser le commerce local par de la publicité, par le biais de nos facteurs, et par le portage. Le portage est un des leviers, on parlait du portage de médicaments, il y a tout un levier là-dessus. On a des exemples très récemment de fleuristes, parce qu'on a une concurrence énorme sur les e-commerçants dans la fleur aussi, au niveau national. Comment je fais vivre mon commerce local de fleuriste, parce que les gens veulent tout de suite, pas cher et à domicile.
Oui, on peut le faire. Après, on ne peut pas le faire tout seul. On a un modèle économique qui se discute avec les élus. Mais c'est des choses qu'on imagine. Mais ce n'est pas nous qui, demain, allons dire on va faire quelque chose là-dessus. On a forcément une rentabilité à poser sur ce schéma-là. Et il y a en ce moment le grand programme Cœur de Ville pour les villes moyennes. Il y en a une quinzaine, je crois, sur la Nouvelle-Aquitaine qui sont concernées. Là, il y a un enjeu majeur, c'est faire la dynamique du commerce local pour faire vivre les centres-villes. Donc évidemment, je ne sais pas si tu veux compléter. Non. Voilà, c'était le sens de votre question. Oui, vous avez parlé d'Amazon, donc j'étais pas loin en parlant de Proxy Course. Mais Proxy Course, c'est pas ça justement. Hein. C'est contrer les grands opérateurs internationaux, les Amazon, les Alibaba, ces discounts à échelle française. C'est entre guillemets les contrer pour dire ok, il y a ces opérateurs-là, ni vous, ni la collectivité, ni nous aujourd'hui, n'allons lutter comme ça, on doit les accompagner. C'est un enjeu vital pour nous parce que tous les gens qui habitent en rural ou en périurbain, ils vont sur Amazon. Hein. Aujourd'hui, on peut lutter, on peut dire bah ouais, mais c'est pas bien le modèle, mais s'ils sont là, c'est qu'ils marchent. C'est comme souvent à la Poste, on nous dit mais oui, mais vous partez d'un milieu rural, ce qui est faux en plus, alors qu'on a besoin de vous. Et souvent, quand on pose la question d'ailleurs à certains élus, moi pour avoir rencontré beaucoup d'élus locaux, quand on questionne un peu, mais est-ce que vous êtes vous-même à la Banque Postale ? Est-ce que vous-même, votre magazine municipal, vous l'utilisez avec la Poste ou avec la concurrence d'un opérateur privé ? Souvent, quand on met en face un peu la dualité du discours, on se rend compte que moi je veux bien être la Poste, être présent avec vous pour offrir du service, mais si vous-même vous ne faites pas vivre le service, et puis toutes les personnes qui voudraient qu'il y ait le service le samedi matin vont à leur bureau de proximité à côté de leur travail en périphérie de ville, il faut qu'on se dise franchement les choses. Donc nous, on vit comme beaucoup aujourd'hui à travers des grands opérateurs, mais on veut absolument vivre. Notre avenir, elle passe par la proximité territoriale. On a, ce que je disais, 95 000 points de contact. Si on ne fait pas vivre le commerce local, on meurt avec vous. Donc évidemment, et Proxy Course, c'est pas ça. Proxy Course, ça n'a rien à voir avec Amazon. C'est Proxy Course, c'est le commerce de votre place du marché, votre fleuriste, à qui on va dire, ok, installez-vous, et il y a peut-être une subvention de la mairie qui dit, moi j'ai besoin de revitaliser, et nous derrière, on proposera une offre de proximité en disant, voilà, sur toute cette zone de votre agglomération, on pourra distribuer en J. Des fois, le jour même, vous achetez votre produit, vos fleurs le matin, vous voulez qu'elles soient livrées le soir, à 19h, un facteur viendra livrer les fleurs. Voilà, moyennant évidemment un coût, mais un coût qui sera peut-être plus intéressant que ce qu'on a, et puis une rapidité encore plus importante que ce qu'on pourrait avoir avec Amazon. Donc c'est toute la complexité du sujet. Merci. Pour terminer, je voulais juste... Non. Je voulais juste donner la parole à Monsieur Perdry qui voulait conclure. Je suis désolée, le timing... Non, mais vous allez voir, parce que moi, comme j'aime bien les choses un peu interactives, moi, je veux vous interroger. C'est-à-dire que quand je vois les prospectives aujourd'hui de la Nouvelle-Aquitaine, quand je vois où vont vivre les gens, aujourd'hui, en tout cas, je vois que les gens vont vivre ici et qu'ils ne vont plus vivre dans les territoires ruraux, ni la Creuse, ni la Corrèze, ni la Haute-Vienne. C'est un déficit d'habitants. Donc moi, la question que je vais vous poser, c'est que qu'est-ce que vous imaginez pour les territoires ruraux? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ces territoires ruraux ne se désertifient pas? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des solutions? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre territoire? Qu'est-ce que vous voulez faire de la Nouvelle-Aquitaine? Voilà. Alors peut-être que ça va clôturer le... Oui, alors c'est plutôt une conclusion d'ouverture. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il faut aussi que ce soit un peu participatif. Il n'y a pas les gens qui parlent, les gens qui écoutent. Oui. Je prendrai juste la parole un instant, pas pour donner mon avis, parce que moi j'ai aussi plein d'idées là-dessus, mais je reconnais qu'il y a une difficulté dans la relation urbaine et territoires ruraux. Et j'invite les personnes qui sont ici et sur l'estrade à aller voir le film qui s'appelle « Nul homme n'est une île », qui est un documentaire tout récent qui est apparu, qui est sur les écrans, évidemment une diffusion qui est assez confidentielle, mais enfin on peut le voir si on le souhaite. Et ce film qui dure 1h30 est un exemple de 3 endroits que je connais bien. Un exemple sicilien sur l'économie coopérative, un exemple dans les Grisons, c'est pas du low cost, donc la partie orientale de la Suisse, sur la manière dont, par l'attractivité architecturale et la fréquentation des universités et des facultés dans des territoires ruraux suisses,
on agit pour maintenir l'emploi local. Et pour finir, le troisième exemple, c'est le Vorarlberg, la partie ouest de l'Autriche, où tout est construit en bois tout est construit en bois. Je dis bien tout est construit en bois, hein, avec une qualité architecturale qui ferait pâlir les meilleurs de chez nous, avec du bois biosourcé à 50 km maximum du lieu de construction. Tout ça, c'est à l'intérieur de l'Union européenne, sauf pour la Suisse, il n'y a pas de langage zadiste, j'insiste, parce que c'est aussi facile de crier à la ZAD ou être pour ou être contre. Au contraire, c'est des gens très pro-européens qui décident qu'à un moment, il n'y a pas de fatalité, qu'on doit agir et que, j'insiste parce que je suis comme représentant de l'État, donc je pourrais avoir un langage légèrement distancié vis-à-vis de ça, mais j'ai été surpris de voir que tout était à portée de la main chez ces gens-là. Donc une des réponses que je ferai, parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin, je crois, en réponse, c'est d'aller. Je vous conseille vivement d'aller voir ce film. À titre, non pas personnel, j'ai invité les 5 présidents de comités de communes du territoire qui m'est prêté, les 5 présidents, pour inviter leurs élus communautaires et leur personnel technique, ça a tout à fait son importance, croyez-moi, et leur personnel technique, qui répondent bien souvent en suivant des doctrines d'État de manière... 3 petits points. Donc ces personnes, d'aller voir ce film pour avoir une réflexion qui n'est pas low cost, qui est très ambitieuse, très volontaire et qui crée de la richesse. Voilà. Merci. Merci de cet exemple. Merci à tous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à prolonger ces échanges avec les personnes qui sont présentes, bien sûr, sur la scène. Vous avez également le groupe La Poste, Pôle emploi, la préfecture qui ont un stand, donc n'hésitez pas à passer sur leur stand. La CAF qui est présente ici, mais avec qui on peut continuer à échanger. Et je vous souhaite une bonne fin de salon.